Voilà, alors nous sommes de retour, toujours en direct depuis le mouvement des entreprises de France pour poursuivre cette journée d'ouverture de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, co-organisée, vous le savez maintenant, par la FMD, l'Association française des managers de la diversité et le mouvement des entreprises de France. Voilà, alors je suis aussi ravie de retrouver toutes celles et ceux qui viennent de se reconnecter depuis notre site internet série.org. Série, vous l'avez compris, comme semaine entreprise responsable inclusive. Vous le savez aussi, pour prendre part à cet événement jusqu'au 7 octobre, c'est-à-dire tout au long de la semaine, un seul hashtag pour permettre au message fort d'essaimer, le hashtag série 2022. Voilà, alors côté programme, cet après-midi, nous vous proposons une table ronde intitulée « Quels outils pour prévenir les discriminations au travail, du recrutement à la gestion de la carrière ?» Mais pour l'heure, nous accueillons Claire Hédon, la défenseure des droits, pour une interview croisée avec Joanne Titran, coprésident de la FMD, et menée par Armelle Carminati-Rabas, présidente du comité entreprise inclusive du mouvement des entreprises de France. Nous pouvons les applaudir. Soyez les bienvenus. Merci Annabelle, merci de me laisser votre place. C'est impressionnant. Vous me direz après ce que vous en pensez, mais maintenant je vais essayer d'oublier tout ça. Et oui, c'est un format peut-être un petit peu inhabituel parce qu'on aurait pu demander à Annabelle de nous passer la balle à nous trois. Et puis finalement, le temps est précieux. On a une demi-heure. Vous, Madame Claire Hédon, au nom de l'État. Toi, Joanne Titran, au nom de l'entreprise. Finalement, c'est très intéressant dans la position MEDEF de vous entendre chacun intervenir. Et c'est probablement plus simple pour chacun ici qui nous suit à distance ou dans la salle de comprendre d'où on parle. Très rapidement, parce que l'on vous connaît, Claire Hédon, vous êtes défenseur des droits depuis 2020, avec un E bien accentué. Et à ce titre, depuis un peu plus de 2 ans déjà en départ lancé. Donc avec pas mal de recul. Joanne Titran, vous êtes ici en tant que coprésident de la FMD, n'est-ce pas? Depuis 2020 ici aussi, vous avez presque commencé ensemble, donc avec à peu près le même kilométrage. Mais aussi dans la vie civile, directeur d'inclusion et diversité d'ADECO France. Donc là, homme de terrain. Donc à la fois coprésident au nom de plusieurs entreprises de toute taille, d'un point de vue associatif, et puis en même temps sur le terrain, au réel, avec les collaborateurs d'ADECO en France. À ce titre-là, et pour faire le lien avec ce que vous avez entendu ce matin, on a passé du temps autour d'une enquête de l'Institut de l'entreprise, mais aussi en amont, avec des données chiffrées, des données du baromètre de perception d'égalité des chances et de baromètre de perception de la RSE par les salariés des entreprises de France. Et perception. J'aimerais bien qu'on s'apesantisse, parce que ce matin, j'ai beaucoup donné de chiffres avec Dominique Carlac, qu'on s'apesantisse un peu sur cet aspect, cet angle crucial de la perception. Moi, je l'ai dit ce matin avec mes mots, c'est pas la réalité, une perception, mais c'est quand même le point de départ, le vécu de ceux qui nous parlent et qu'on interroge et dont on doit accuser réception. Pour prendre peut-être une image un peu plus temporelle et qui va très vite nous concerner, c'est un peu comme la température à 19 degrés. Elle est objectivement à 19 degrés, il y a des gens qui se gèlent, et il y en a d'autres qui sont très très bien, et d'autres qui vont mourir de chaud. Avec la même température, il y a des vraies perceptions différentes. Et ça, il faut pouvoir en tenir compte, sans s'y perdre et sans s'y noyer. Madame Hédon, moi j'aimerais bien vous entendre parce que le baromètre de perception des discriminations dans l'emploi est bien antérieur encore à celui du MEDEF. On a commencé en 2012 ici, mais vous aviez commencé en amont. D'ailleurs, je le disais ce matin, nous n'étions pas ensemble. Tout notre travail a été de se tenir le plus loin possible de la question des discriminations, puisque vous la traitez, mais plutôt pour mesurer du climat d'égalité des chances. Alors plongeons dans votre baromètre, sans forcément avoir trop de chiffres. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir pourquoi vous le faites, ce que vous en faites quand il y a des chiffres, et puis comment vous préparez la vague d'après. Quel angle vous donnez à la fusée suivante, année après année, et pourquoi ça vous est utile, au-delà de la communication?
Merci beaucoup d'un sujet qui me tient à cœur. Vous savez vraiment que l'institution du défenseur des droits, elle est là, pour rétablir les personnes dans leurs droits, c'est-à-dire traiter les 115 000 réclamations que nous recevons tous les ans, en tout cas pour l'année 2021, et puis promouvoir les droits et les libertés. Ce qui me frappe, et c'est pourquoi on a voulu se pencher sur la perception, c'est que sur ces 115 000 réclamations, entre guillemets, il n'y en a que 7 000 qui concerne les discriminations dans notre champ de compétences. Ça dit bien quelque chose de la difficulté pour les victimes de discrimination, que ce soit d'aller devant les tribunaux ou devant nous. Donc en fait, les réclamations qu'il peut y avoir ne sont pas révélatrices de l'ampleur de ces discriminations, d'où l'importance d'aller sur la question de leur perception. Et effectivement, donc nous, on a plusieurs moyens d'essayer de mesurer ces discriminations. On a les statistiques d'activité que nous avons de réclamation. On a le baromètre OIT, je vais y revenir, et on a aussi des travaux de recherche. Je vous dis un mot des statistiques d'activité. Je vous ai dit 7 000 réclamations en 2021 sur les discriminations, une augmentation quand même de 25% par rapport à l'année précédente, qui est vraiment liée à la création de la plateforme, et j'y reviendrai, qui nous a rendu plus visibles, qui a certainement facilité aussi les saisines. Et à chaque fois, là, dans les réclamations, ce que nous observons, c'est que quasiment la moitié, 46,7%, concerne l'emploi, presque de façon assez égale entre public et privé. 26,4% concerne l'emploi privé, 20,3% l'emploi public. Et dans les critères de discrimination, l'origine arrive en tête, puis l'état de santé, le handicap, les activités syndicales, l'état de grossesse. Et là, il arrive 6,1% de nos réclamations. Oui. Vous voyez, très alors que la très perception que nous, on l'a mesuré ce matin, c'est l'âge d'abord. La hantise, c'est l'âge d'abord. C'est l'âge d'abord, voilà. Et alors, d'où l'idée, on voit bien que nos réclamations ne nous donnent pas une idée suffisamment large des discriminations, d'où l'importance de ce baromètre. Je vous citerai 2 chiffres sur le baromètre. 2020 faisait un récapitulatif sur l'ensemble des discriminations sur l'ensemble de la population. Et là, 1 personne sur 5 dit avoir été victime de discrimination. Et quand l'année d'après, on s'est intéressé aux jeunes, simplement, là, c'est 1 sur 3 qui se dit avoir été victime de discrimination. Et évidemment, c'est très intéressant parce que quand on voit ça et que derrière, on leur a aussi demandé « mais vous avez fait quoi une fois que vous êtes senti victime de discrimination ?» Et 4 sur 10 n'ont rien fait. Et dans le rien fait, c'est même pas en parler à quelqu'un autour de soi. On n'allait même pas jusqu'à est-ce que vous êtes allé devant les tribunaux ou est-ce que vous nous avez saisis. Donc on est massivement dans du non-recours, ce qui me permet aussi de vous dire que le prochain baromètre OIT qui sortira le 8 décembre sera sur le secteur des services à la personne. Puisque, en fait, suivant les moments, on s'intéresse, je dirais, à une frange de population ou à des activités différentes. L'impact de ce baromètre, franchement, ça permet de saisir l'ampleur des discriminations, parce que ces chiffres-là de perception disent bien quelque chose de la réalité des discriminations. Et puis, l'autre chose, je trouve assez injuste de faire peser uniquement sur les victimes de discrimination, le fait d'aller soit devant nous, soit devant les tribunaux, qui elles-mêmes le disent, et ça dans tous nos baromètres. 1, je ne sais pas à quoi ça va servir d'aller devant les tribunaux ou devant le défenseur des droits. 2, j'ai pas de preuves, ça va être compliqué. 3, j'ai peur des représailles. Et ça, il faut quand même l'entendre. Et honnêtement, dans les décisions que nous rendons, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine. Et puis, quand même, toujours sur ces perceptions, donc on a nos statistiques, le baromètre OIT, et puis quand même tous les travaux de recherche que à la fois nous menons, nous finançons ou nous demandons. Et évidemment, le dernier que j'ai envie de vous citer, mais j'imagine que vous en avez déjà parlé, c'est la 2e édition de l'enquête Théo, trajectoire et origine, qui permet d'objectiver les discriminations. Et je trouve que je vais vous citer juste 2 chiffres. 19% des 18-49 dans la dernière étude ont déclaré avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations au cours des 5 dernières années. C'était 14% en 2008. Donc on est sans aucun doute sur une augmentation de la perception de la réalité des discriminations, et elle concerne principalement les femmes en raison du critère de sexe, les immigrés, leurs descendants, les natifs d'outre-mer.
Et ces résultats, le baromètre OIT, cette enquête Théo, en fait, vraiment montrent que le non-recours est omniprésent. Et donc, il faut l'avoir en tête, ce non-recours, et avoir, je vous redis, en tête qu'on ne peut pas tout faire porter sur la victime. Et dire à la victime, elle doit aller devant les tribunaux, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. D'où ce baromètre et d'où la perception aussi importante. C'est intéressant ce que vous dites sur les chiffres qui montent. Joanne Titren, dans les entreprises, quand on pratique des enquêtes, on sait que quand on commence à poser un sujet sur la table, plus on en parle, plus il existe. Des baromètres de perception, il n'y a pas que l'égalité des chances. Je suppose que vous en voyez plein. Mais pour toutes ces enquêtes d'engagement ou autres qui s'intéressent au climat, en quoi est-ce indispensable ? Quelles en sont les limites? Qu'est-ce qu'on en fait dans une entreprise? Est-ce qu'il faut toujours passer par là? Quel est votre retour là-dessus? Merci Armelle. Alors la question est vaste. Même les questions sont vastes. Donc je vais tenter d'y répondre, mais sur la perception. Perception, on est d'accord. Mais déjà bonjour à toutes et à tous ceux qui sont présents et celles et ceux qui sont en ligne. Donc tu l'as dit, la FMD, c'est 160 organisations qui représentent un peu plus de 5 millions de salariés et d'agents. Donc quand on est à la FMD, on est déjà en quelque sorte un centre d'observation, nous aussi à notre échelle. Mais notre échelle, quand bien même elle représente 5 millions de salariés, d'agents, de collaborateurs, de collaboratrices, eh bien, ce n'est pas encore cette perception globale de la population française. Donc, bien sûr, le baromètre que réalisent les équipes de Madame la Défenseure, bien sûr, c'est utile. Bien sûr, c'est un travail pionnier, parce que tu l'as dit, c'est un travail maintenant qui remonte à de très longues années et qui a inspiré, j'y reviendrai dans mon propos, qui a inspiré aujourd'hui un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'organisations à intégrer dans leur propre baromètre, outils de mesure du climat interne, des questions relatives à la lutte contre les discriminations, la diversité et l'inclusion. Mais en quoi c'est utile et à quoi ça sert? Je dirais d'abord, sans vouloir paraphraser ce qui a pu être dit, mais l'entreprise ne se tient pas à côté de la société. L'entreprise se tient en société. Donc, quand la perception des Français et des Françaises, telle que le révèle le baromètre réalisé par le Défenseur des droits, nous met en évidence cette perception accrue d'un sentiment de discrimination, eh bien, on ne peut pas considérer, il faudrait être aveugle que de passer à côté de ces perceptions. Donc déjà, c'est un premier intérêt. Le deuxième intérêt, à mes yeux, c'est qu'on l'a dit, cette perception, elle se nourrit pour tout ou partie d'une réalité. Et donc, quand on est employeur, quand on est une entreprise, quand on est une organisation, on ne peut pas non plus laisser cacher sous le tapis une réalité sous prétexte qu'il y aurait un non-recours, sous prétexte que c'est à la justice de faire son travail. On est employeur, on a une responsabilité, ce sont nos équipes, on se doit d'avoir cette responsabilité et d'aborder cette difficulté et cette problématique de la lutte contre les discriminations ou de la perception que peuvent en avoir ces équipes. Et puis, il me semble qu'il y a une troisième raison qui est essentiel à cette perception et à l'importance à accorder à cette perception, c'est que l'engagement au travail de nos collaborateurs, de nos collaboratrices dans les entreprises, en partie repose sur la perception qu'ils en ont de cette réalité au travail. Et si la réalité en tout cas si la perception qu'ils ont de cette réalité est une perception où les phénomènes des discriminations est encore présents massivement, eh bien sûr, c'est une question juridique, une question de respect du droit, de lutter contre les discriminations. Bien sûr, c'est une question de justice sociale, mais bien sûr aussi, c'est une question d'efficacité. Une entreprise qui passerait à côté de cette réalité-là, en tout cas de cette perception telle qu'elle est rendue par le baromètre du Défenseur des droits, passerait en quelque sorte à côté d'un levier d'efficacité. Donc oui, assurément, il faut tenir compte de cette perception. Je le disais, un certain nombre d'entreprises aujourd'hui administrent, et depuis la création du baromètre, cet usage des outils de perception interne, de climat interne. Ils ont différentes appellations, mais c'est quand même assez rapidement développé, massivement, je ne sais pas, mais en tout cas assez largement diffusé. Et de plus en plus, on constate, en tout cas nous, encore une fois, de ce terrain d'observation qu'est la FMD, qu'un grand nombre de nos adhérents, aujourd'hui, diffusent des enquêtes de perception interne dans lesquelles sont inclus des questions relatives à la lutte contre les discriminations et l'égalité des chances. Et ça permet, ce que ça permet, c'est de mesurer à l'échelle
de notre organisation, et comparativement à la perception générale des Français et des Françaises, eh bien, ce sentiment de la réalité des discriminations sur le marché du travail. Donc ça permet bien juste rebondir sur ce point. Je pense que la question du climat, de ce que ça dit sur le climat, alors certainement dans l'entreprise, mais même nous dans la société. Donc c'est pour ça que cette perception, elle est quand même en fait totalement proche de la réalité. Je veux dire, parce qu'on peut avoir le sentiment c'est qu'une perception, mais non. Enfin, et je voudrais revenir sur l'enquête Théo dont je vous parlais. C'est quand même impressionnant. Seulement dans l'enquête Théo, 7% des personnes qui déclarent avoir subi des discriminations ont entrepris des démarches, que ce soit auprès d'un syndicat, du défenseur des droits, et 2% ont porté plainte simplement. 2% ont porté plainte. Donc si on ne mesure pas la perception, en fait, on ne mesure pas les discriminations. Donc la perception, c'est le début de l'histoire. Moi, j'aimerais rentrer dans un second chapitre, dans le temps qui nous est imparti, c'est le reste des outils. Et je sais, Claire Hédon, que vous avez lancé assez récemment une plateforme anti-discrimination. Donc là, pour le coup, vous rentrez dans le dur. Voilà, vous espérez... Alors, je ne sais pas si vous avez des objectifs, d'ailleurs, aux défenseurs des droits pour passer de 7 000 à 115 000. Mais, et si ça vous réjouirait... Non, et ce serait très compliqué pour nous, d'ailleurs, de traiter. Parce que quand on a 115 000 réclamations, c'est une augmentation de 18% par rapport à l'année précédente. Et ce n'est pas du tout une augmentation de 18% de nos moyens. D'accord. Je tiens à le dire. Donc nous, on veut résoudre les problèmes. C'est pour ça qu'on fait de la promotion des droits et de l'égalité. C'est parce qu'on veut résoudre les problèmes avant d'avoir trop de réclamations. Donc elle fonctionne comment? Alors c'est ça. En fait, il y a 3 points dont j'ai envie. Vous en faites quoi? Oui, c'est ça. J'ai 3 points dont j'ai envie de vous parler. C'est évidemment la plateforme. Après les outils que sont de mesure, que sont les testings et les index égalité, origine, voilà. Et puis quand même la question d'un observatoire. Enfin voilà, j'ai 3 points que je voulais aborder avec vous là-dessus. Alors la plateforme, clairement, elle nous a rendu plus visibles sur les questions de discrimination. Je pense que dans le grand public, le terme de défenseur des droits ne fait pas forcément penser pour tout le monde à la lutte contre les discriminations. Donc d'avoir le terme plateforme antidiscrimination, un site internet complètement dédié, donc un numéro de téléphone, le 3928, et la possibilité aussi par chat de poser des questions. Clairement, depuis le début de la création de la plateforme, plus de 18 000 appels, mais surtout des écoutants qui ont été formés juridiquement et qui passent du temps avec les réclamants. La durée moyenne des appels est de 20 minutes, ce qui pour une plateforme téléphonique en fait est énorme, puisque ce qui est assez normal, il y a aussi de la réorientation dans ces appels. Ça veut dire qu'on a de nombreux appels qui durent 45 minutes. Et nous, on a dit dès le début à nos écoutants, vous passez le temps qu'il faut. La question, c'est un service de qualité. Et à la fin de la communication téléphonique, les écoutants proposent un récapitulatif d'envoi par mail de tout ce qui a été dit, c'est-à-dire à la fois du parcours de la personne et des possibilités qui s'ouvrent à elle. Donc sans aucun doute, ça a facilité la saisine. Et c'est pour ça qu'on a eu une augmentation de 25% des réclamations. Je dis à aucun moment qu'on a eu... C'est parce que les discriminations augmentent. Hein. Je pense que c'est le fait d'être rendu plus visible et de faciliter la saisine. Ce qui est intéressant aussi sur cette plateforme, c'est 2 autres points. C'est à l'intérieur des outils qui expliquent de façon très pédagogique ce que sont les discriminations. Et un 3e point, c'est le recensement de l'ensemble des acteurs de lutte contre les discriminations, que ce soit dans le monde associatif, syndical, et monde aussi que nous fédérons au niveau régional. Vous savez qu'on a des chefs de pôle régionaux, on a mis en place des chargés de mission discrimination. Je reviens de Strasbourg, là où on était pendant 4 jours jusqu'à samedi soir, sur ce qu'on appelle un place au droit, aller au-devant des réclamants pour être une institution, je dirais, plus facilement abordable et qu'on nous saisisse plus. Et c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer les différents acteurs. Et j'ai eu 3 heures de réunion avec le monde associatif et les syndicats excessivement intéressants sur cette lutte contre les discriminations, à la fois de ce qu'on observe et de ce qu'on fait. Et ça, je veux dire, la plateforme, elle a permis aussi de recenser et du coup d'échanger. Je voulais aussi insister sur à la fois les testings et les index égalité et pas que, parce que c'est quand même des outils qui sont importants. Les testings, ils ont à la fois un effet totalement pédagogique de prise en compte et de réaliser ce qui se passe, et évidemment c'est toute la question des suites opérationnelles, de qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a dit ça. Et ces testings, je sais
sais bien les limites que ça peut avoir, le fait que de temps en temps on trouve que c'est pas fait dans les règles de l'art ou autre. Mais franchement, c'est un outil intéressant qui dit quelque chose dans l'entreprise et qui est très utilisé aussi par les entreprises elles-mêmes pour savoir comment ça se passe. Voilà. L'index égalité, ces index, ils nous permettent sans aucun doute d'avancer. L'index égalité, il est intéressant parce que ça permet de prendre la mesure. On se rend compte de la persistance d'un plafond de verre, hein, très honnêtement, mais c'est aussi bien de se le redire à l'encontre des femmes au sein des grandes entreprises. Donc, je trouve que ça sert à ça. Après, évidemment, il y a des limites. Hein. Il y a certaines inégalités professionnelles que ne permettent pas de voir cet index égalité. Je pense entre autres à l'évolution professionnelle. Je pense entre autres à la question des temps partiels. Mais je trouve que ça évolue dans le bon sens. Et alors après, évidemment, se pose la question d'un index diversité et inclusion. Évidemment, moi, ça me paraît particulièrement important à mettre en place. Je sais bien la complexité, mais si je vous dis un peu mon étonnement depuis que je suis arrivée depuis 2 ans, c'est que je trouve quand même globalement qu'on avance sur la reconnaissance, la prise en compte de la discrimination due au handicap, à l'inégalité au genre, à l'orientation sexuelle. Je trouve que c'est des points sur lesquels on avance. Même si, à la grossesse, même si mon rapport d'étonnement quand je suis arrivée, c'est le nombre de décisions que nous rendons sur des discriminations dues à la grossesse de femmes qui ne retrouvent pas en rentrant de congé maternité un poste équivalent à salaire équivalent. Je reste étonnée alors qu'on a une loi qui est quand même assez claire et assez protectrice du fait qu'elle n'est pas appliquée. Mais je dirais, sur cette partie-là, je trouve quand même qu'on avance et on accepte de reconnaître qu'on a un problème. Sur origine, honnêtement, on a un vrai problème. On a un vrai problème sur le fait qu'on a du mal à admettre que ça existe et aussi à le mesurer. Et c'est vraiment pour ça que l'institution préconise depuis un moment la création d'un observatoire qui permet de mesurer ces discriminations et permet surtout l'évolution d'année en année sur comment ça évolue. Alors, comme on a du mal à obtenir la création d'un observatoire, dans ces cas-là, on essaye d'avancer autrement et on a organisé toute une série de rencontres avec les différents services statistiques de l'État, que ce soit l'INSEE, l'INED, la DARES, l'ADRES, enfin je vous en cite que quelques-uns. Et du coup, on a créé un groupe de travail avec le Conseil national de l'information statistique, le CNIS, pour essayer justement de réfléchir à la mesure de ces discriminations. Je veux dire, à la fois faire un état des lieux, mais qui existait à peu près de ce qui a déjà été fait. On avait un peu moins un état des lieux de ce qui est en cours, de ce qu'il manque. Et ce qui a été intéressant pour nous, c'est que les services statistiques de l'État ont été très demandeurs de ce genre de réunions et avec une envie d'avancer. Donc ça, c'est évidemment un des moyens. Alors, bonne question. Après, on a aussi une question de moyens. Mais à quel horizon ? On va essayer de sortir des premières choses en 2023. Mais l'objectif de la création d'un observatoire comme celui-là, c'est aussi d'être en capacité après de faire un certain nombre de recommandations par rapport à ce qu'on observe. Mais je vous redis, à chaque fois, vous voyez bien qu'on part du point où on est dans du non-recours massif. Et qu'est-ce qu'on fait face à ce non-recours ? L'observatoire est quand même quelque chose d'absolument indispensable. Très bien. Alors, la balle dans le camp des entreprises, Johan, parce qu'effectivement, en termes d'outils, on n'en manque pas. Claire Hédon en a cité quelques-uns. Il y en a d'autres encore, tu vas les citer. Devant cette bibliothèque complète d'outils, qui parfois d'ailleurs ne s'intéresse qu'à des moments d'un parcours professionnel, c'est-à-dire l'embauche, et pas forcément sur ce qui se passe ensuite. Comment est-ce que tu peux nous donner... En 3 mots, non. En tout cas, rapidement, une appréciation des usages, de ce qu'il faut faire et pas faire avec ce type d'outils, de ses limites, et surtout, et je suppose qu'à la FMD, il y a des entreprises de toute taille quand même, pas uniquement des très très grosses, de la façon dont les plus petites entreprises peuvent se sentir concernées par ces outils massifs. 3 mots, hein. Pas simple. Non, mais voilà. Pas simple. La première chose, la première réaction, c'est, tu l'as dit, Armelle, il y a aujourd'hui, il y a diversité, il y a multiplicité d'outils. Et ça, je trouve, voilà, en tout cas, c'est une première réalité qui n'est pas nécessairement celle qui est perçue par les employeurs.
Et là, je reviens à la perception. Et donc, voilà, il faut pour le coup faire évoluer cette perception pour se dire il y a diversité. Dit autrement, il n'y a pas une solution ou un instrument de mesure unique pour l'ensemble des organisations, pour l'ensemble des employeurs. Et donc, c'est pas tant voilà, encore une fois, une solution unique qu'un assemblage de différents outils, de différentes solutions ou instruments de mesure qui vont permettre à chaque entreprise de créer sa combinaison en fonction de son secteur d'activité, de sa taille, est-ce qu'elle a un périmètre international ou franco-français, voilà, il y a plein de variables qu'il faut pouvoir prendre en compte pour que l'entreprise, l'employeur choisisse, encore une fois, dans cette diversité d'outils de mesures qui peuvent exister. Outils de mesure, de perception ou de réalité ou de traitement des discriminations, mais évidemment pas qu'outils de mesure. On n'a pas parlé de formation, la formation recruter sans discriminer. On a évoqué, en tout cas quand on parle du non-recours, on peut aussi évoquer que de plus en plus d'entreprises mettent en place des systèmes internalisés ou externalisés de gestion des réclamations ayant pour motif la discrimination réelle ou supposée. Donc l'entreprise peut être un lieu pour combattre son non-recours. On n'a pas parlé de dialogue social, qui est aussi un levier à mobiliser quand on parle de lutte contre les discriminations. On n'a pas parlé de l'engagement de la direction et de l'affichage, de l'énonciation d'une politique claire, nette et précise en matière de lutte contre les discriminations. On n'a pas parlé de labellisation. Bon, voilà, il y a une multiplicité d'outils existants. Maintenant, j'en viens on ne parlera pas des cellules d'alerte, parce que je pense que ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Voilà. On va laisser à chacun. Donc, à la question de entreprise de plus petite taille, qu'est-ce qu'on peut recommander ou quel regard on peut poser? Trois choses en tête. La première, c'est que je citais l'engagement de la direction comme étant un des piliers, un des outils à mobiliser. Et dénoncer une politique claire en matière de lutte contre les discriminations. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de taille. Donc qu'on soit dirigeant d'une toute petite entreprise, d'un groupe multinational, ça n'a pas de place, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix au sens où c'est indispensable et au sens où, bien sûr, financièrement, c'est pas ce qui est le plus coûteux. Mais néanmoins, c'est utile et nécessaire. La deuxième chose, c'est pas parce qu'on est petit qu'on est seul. Et je pense qu'aujourd'hui, c'en est une illustration. Cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive, c'est une initiative qu'on essaie de développer maintenant depuis 3 ans, la FMD, avec le MEDEF, et avec cette année, un nombre de partenaires inégalé. Je ne peux pas tous les citer, c'est évidemment pas les seuls. Il y a plein d'autres initiatives qui existent sur le territoire. Donc quand on est dirigeante d'une entreprise de taille plus modeste, il y a aujourd'hui aussi une pluralité d'acteurs qui sont à disposition, qu'on peut mobiliser au-delà du MEDEF, au-delà de la FMD, au-delà des associations qui sont présentes aujourd'hui. Et je vais en citer une quand même. Je vais citer le campus de l'inclusion, qui est un dispositif aujourd'hui qui est destiné justement aux entrepreneurs, aux dirigeantes de petites entreprises et qui leur permet, entre groupes de pairs, et avec évidemment une structure qui les accompagne, de se former aux enjeux de l'inclusion dans le pilotage de leur organisation. Et puis, quand même, si j'avais un conseil, mais là c'est plus qu'un conseil, c'est une conviction, peut-être parce que je travaille dans le groupe ADECO, qu'on est intermédiaire sur le marché de l'emploi, mais je crois intimement et profondément à la professionnalisation. La professionnalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dirigeant ou dirigeante de son organisation, recruter sans discriminer, se former à recruter sans discriminer, c'est bien sûr une question alors selon la taille, c'est peut-être une question de respect d'une obligation légale. Je pense que c'est aussi se permettre de connaître les bases de la loi, indépendamment de la taille de la structure, mais dans le contexte qu'on connaît, et encore plus dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui de pénurie de compétences, être formé à recruter sans discriminer, c'est savoir mieux recruter. Donc savoir mieux trouver le talent qui aujourd'hui manque à ma petite entreprise et pour qui ce talent, il fera toute la différence et fera que ma petite entreprise deviendra une un peu plus grande entreprise demain et puis encore, ainsi de suite. Donc je pense que vraiment, il y a vraiment une question, cette conviction très très forte, se former à recruter sans discriminer. Si j'avais juste... Et moi, j'irais jusqu'à dire que c'est rentable. Parce que c'est pas un gros mot, on peut le dire, bien sûr. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est rentable de recruter sans discriminer, de ne pas avoir de discrimination dans son entreprise. C'est un facteur de cohésion sociale et d'efficacité. Bien sûr. Et à écouter le fonctionnement et puis l'efficacité qu'on trouve aussi à cette plateforme anti-discrimination, en tout cas que le public peut trouver à la plateforme anti-discrimination. Moi, j'en viens, alors je ne sais pas si c'est un rêve totalement farfelu, mais je me dis, mais pourquoi pas développer alors je ne sais pas si c'est la même plateforme ou une plateforme anti-discrimination au service des employeurs.
Parce qu'un grand nombre aujourd'hui ignore la loi, ignore les bonnes pratiques, se pose la question de je vais recruter, est-ce que dans mon annonce je peux écrire utiliser tel ou tel libellé, est-ce que je peux voilà, est-ce que demain est-ce que c'est une utopie que de dire ensemble demain on peut aussi accompagner les employeurs de petite taille, de grande taille, les managers, les opérationnels qui sont sur le terrain et qui ont tous les jours des enjeux de recrutement, des enjeux de gestion de carrière, parce qu'on parle beaucoup de recrutement, mais il y a bien sûr les enjeux de gestion de carrière, et qui se posent des questions et qui peut-être ont des difficultés à trouver la réponse. Et cette ignorance, je pense que collectivement, on pourrait travailler et apporter une forme de solution, une forme de réponse. C'est d'ailleurs tout l'esprit de cette semaine, que de mettre ensemble effectivement des représentants de l'État, le monde associatif, et donc il y avait foule de monde en bas, là, au sous-sol. Pour ceux qui n'y ont pas encore mis les pieds, vous pouvez vous renseigner. Il y avait beaucoup de rencontres possibles. Et d'ailleurs, c'est probablement le jour 1 d'une année qu'on veut assez intense entre le MEDEF et la FMD pour faire une sorte de répertoire, de relevé de toutes ces initiatives entre le monde de l'entreprise et le monde associatif qui sont vertueuses, mais qui sont discrètes et qui ne sont même pas connues parfois de l'entreprise de l'autre côté de la ville. D'où l'importance pour nous, au MEDEF, de mobiliser les territoires et les branches. L'événement ici, et c'est plus simple en diffusion par le web, a lieu à Paris, mais pendant toute la semaine, il y a un maillage du territoire et des branches qui a lieu. Je trouvais intéressant ce qui vient d'être dit sur la multiplicité des outils et sur, au fond, ne pas se bloquer dans l'illusion de l'outil magique unique. On a vu, par exemple, en tout cas un exemple qui m'a frappé dans le courant de l'année dernière, au motif que l'index égalité salariale femmes-hommes, qu'on appelle l'index Pénicaud, pour rendre hommage à celle qu'il a mis en place, a finalement une efficacité après des premiers temps où, quand même, il faut le dire, les chefs d'entreprise ont pour certains un peu grincé des dents. Finalement, c'est un tel révélateur de sujets qui sont bien plus faciles à traiter quand ils sont isolés et mesurés que ça avance bien désormais, y compris dans des entreprises de petite taille. Mais on a vu la tentation du législateur sur la fin de l'hiver dernier, lorsque se discutaient encore les dernières lignes des derniers textes de la loi Rixain. On a vu la tentation de réenrichir et recomplexifier des petits morceaux et des petites pattes de l'index égalité pour y mettre des marqueurs qui permettraient de mesurer les progrès plus récents demandés par cette loi. Donc oui, à la multiplicité des outils, même si c'est complexe, c'est bien parce que le monde est complexe et parce que la diversité est complexe qu'il ne faut pas se leurrer dans l'idée de tout faire rentrer sous le même chapeau. Madame Hédon, de votre côté, c'est la deuxième année que vous participez à cette session. L'année dernière, comme tout le monde, derrière un écran. On était pour certains ici devant une salle noire et enterrée en vide. C'était pas d'une ambiance folle. Et on a eu la chance de vous avoir par écran interposé. Enfin, cette année, pour de vrai. Qu'est-ce que vous inspire ? Est-ce que vous avez eu des éléments de satisfaction, de surprise ou de recommandation à voir la façon dont on prend le sujet ici cette année, et y compris pour l'année prochaine ? Non, mais c'est pour ça que je vous dis, je trouve qu'on avance, je trouve qu'il y a une prise de conscience. Je pense que là-dessus, on est pas mal poussé aussi par les jeunes, pour qui les discriminations sont absolument insupportables, et on le voit dans le baromètre OIT, donc ça nous permet d'avancer. Ce que je pense maintenant, c'est qu'il faut vraiment être dans le concret dans les entreprises, avec des plans précis, un véritable diagnostic. Vous l'avez dit, il y a les questions de formation, d'engagement au plus haut niveau de la direction, des DRH. Enfin, je pense qu'il faut des plans pluriannuels et qui soient très transparents sur quels sont les objectifs, si on veut que ce soit pas simplement, je dirais, de grandes idées, mais que ça se manifeste de façon concrète. Mais la façon dont on a avancé sur la question, même si c'est loin d'être la panacée sur l'égalité femmes-hommes, on peut aussi avancer sur l'ensemble, et puis je redis et dire que finalement c'est rentable. Je voulais aussi, du coup, juste pour conclure, vous dire aussi que sur notre site internet, et on met vraiment à disposition à la fois un certain nombre de rapports qu'on a rendus, de guides. Je pense au guide grossesse, justement employé sans discriminer en raison de la grossesse, le guide LGBT-phobie dans l'emploi, des fiches sur le harcèlement. On a pas mal d'outils très concrets pour aider entre autres les employeurs. Très bien.
Pour la part de la FMD, on va avoir une grande séquence tout à l'heure, n'est-ce pas, Johan, sur des outils que vous êtes en train de développer, donc on n'y reviendra pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qu'on n'ait pas traité dans notre séquence ? Alors peut-être souscrire effectivement à Oui. cet optimisme, alors pas un optimisme BA, mais néanmoins un optimisme. Optimisme de se voir aujourd'hui 3 fois plus nombreux rassemblés pour cette édition 2022 de la série que l'édition de l'année passée. Et je ne compare pas avec 2020 qui était la première année, l'année de lancement et dans les conditions particulières que chacun sait. Et ça me semble important de le souligner, en tout cas ça nourrit mon optimisme parce que non seulement nous sommes 3 fois plus nombreux, dans une situation ou un contexte géopolitique, économique, social dont on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement joyeux. Et que donc contrairement à certaines voix qui s'élèvent régulièrement pour dire que la RSE, la diversité, l'inclusion, ce serait une option par beau temps pour les entreprises. Je trouve qu'aujourd'hui, la démonstration que nous sommes en train de faire, c'est que ce n'est pas une option par beau temps. C'est une des conditions de solution ou de sortie ou de résolution des difficultés ou des différentes crises auxquelles chacun d'entre nous est confronté dans son organisation et même dans sa vie privée. Donc voilà, ça me donne de l'optimisme. J'ai dit pas de l'optimisme BA parce que chacun d'entre nous qui sommes rassemblés, on est là parce qu'on a cette conviction que la diversité et l'inclusion font partie de la solution, mais on porte aussi, il faut le reconnaître, des appréciations différentes, des avis peut-être parfois convergents, parfois divergents sur quelles solutions il faut mettre en place. Est-ce qu'on pense que il faut mettre plus de réglementaires? Est-ce qu'il faudrait inciter plus? Mais justement, moi aussi, je considère ça comme positif. Parce que la série, c'est un lieu d'échange, c'est un espace de réflexion où on peut se retrouver, faire ensemble, faire face à peut-être ces détracteurs, mais aussi échanger, débattre sur les solutions et ces solutions concrètes qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire répondre à la question de comment on avance, plutôt que encore passer trop de temps à essayer de se dire ou à essayer de répondre à certains qui nous posent la question, mais pourquoi faut-il faire de la RSE? Pourquoi faut-il faire de la diversité, de l'inclusion d'entreprise? La réponse à cette question, maintenant, c'est terminé. On la connaît, quoi. Donc, passons au comment. Et une édition comme aujourd'hui, c'est l'occasion de le faire. Très bien. On va passer au comment tout à l'heure. Merci à tous les deux. Merci Pierre à vous. Hédon, on Merci. espère vous revoir l'année prochaine. Merci. Je m'y engage, je peux le dire. Ah bah très Merci bien. de votre fidélité. C'est enregistré, c'est dans la boîte et avec grand plaisir. Je vous propose de les applaudir. Ouais.